et l'histoire de ce journal. Et il y a depuis un an une espèce de réécriture de l'histoire de ce journal qui nous a semblé poser problème et en tous les cas mériter discussion. Donc moi j'ai eu l'occasion de lire le livre de Denis Robert Mohican qui raconte un peu cette histoire en dehors à mon avis, de ce type de débat commémoratif et qui m'a semblé très, très intéressant. Il y a aussi Olivier Siran qui a été membre de la rédaction de Charlie Hebdo et Sébastien Fontenelle qui a écrit un livre sur Philippe Val de quoi à Sarkozy ? De Charlie Hebdo à Sarkozy. Voilà, donc nous allons donner la parole à ces trois personnes dans un premier temps et ensuite avoir un débat avec la salle. Merci encore d'être venu. Et Denis, je te passe la parole. Donc, une petite présentation du livre, de pourquoi tu as fait ce livre et pourquoi ça te semblait important. Peut-être j'ai pensé au livre 4 ou 5 ans avant de me mettre à l'écrire. Et c'est mes premières rencontres avec Cavana qui ont généré cette idée en moi. Mais au départ, ce que j'avais commencé, c'était un film qui est sorti au cinéma en juin dernier, qui s'appelle Jusqu'à une seconde, je trouvais. Et qui est né de ces conversations avec Cavana. Le point de départ, c'était que Cavana était quelqu'un qui a beaucoup influencé ma vie, mon parcours, mon écriture, mon entrée dans le journalisme, ma sortie du journalisme aussi. J'étais à Libération pendant toutes ces années. Et je trouvais... il y avait eu un film qui avait été fait sur Choron, un film sur Bob Siné, et rien sur lui. Et j'avais vaguement envie de faire ce film. Mais vous savez que c'est comme j'ai créé une petite société de production, on a toujours 8 ou 10 ans de film, et un jour je me suis retrouvé devant des étudiants journalistes qui m'arrivent de temps en temps, ou à Sciences Po, où je fais 2-3 cours ou des conférences, et quand j'ai parlé de Cavana à un public de gens pourtant en principe acculturés, je me suis rendu compte qu'il était oublié. Et j'ai fait le test plusieurs fois, je disais mais Cavana, vous ne connaissez pas Cavana? Non. Sur 30 personnes, il y en avait peut-être 4-5 qui le connaissaient, donc une généralement qui le confondait avec Anthony Kavanagh, le comique, pas haïtien mais haïtien. Et donc voilà, ça a été le point de départ. Et ensuite, si vous voulez, je trouvais incroyable qu'une personne de la qualité, de l'historicité de Cavana soit oubliée dans nos sociétés aujourd'hui, en particulier par les journalistes ou par les jeunes journalistes. Donc le point de départ, ça a été ça. Et ensuite, mes rapports avec lui, mes conversations avec lui, puis avec les autres, Ciné, Delphine Gotton, Vilaine, tous les gens que j'ai rencontrés, m'ont fait découvrir une autre histoire que j'ai trouvée absolument édifiante, qui est l'histoire d'un détournement, d'une spoliation, et qui est en gros qui me titillait depuis un moment. Mais il se trouve que par les hasards de la vie, j'ai eu comme ennemi, on va dire, dans mon parcours à cause de l'affaire Clearstream, un avocat peu recommandable qui s'appelle Richard Malka, et un éditorialiste qui s'appelle Philippe Val, qui a écrit des horreurs sur moi. Et donc j'étais très ennuyé par ça, parce que je me suis dit, on va tout de suite dire que si j'écris un bouquin, on va dire que je veux régler des comptes, etc. Alors que ce n'était pas du tout mon propos. Mon propos était de raconter une histoire méconnue et de donner accès à cette histoire au plus grand nombre, et c'était une histoire oubliée. Le problème, c'est que j'arrivais pas à écrire, quoi. J'arrivais à faire un film, le film est sorti avec moult difficultés, et l'écriture, c'est de la musique, quoi. C'est quelque chose... Enfin, en tout cas, moi, ma manière d'écrire est une manière, il faut que je sois porté par mon sujet, et quand j'ai les premières notes, ça sort. J'avais pas les premières notes, parce que j'étais bloqué pour les raisons que je vous ai dites, et puis aussi que dès que je parlais de ce projet de bouquin à un copain de Charlie ou à quelqu'un, il disait mais t'es con, t'as autre chose à faire, etc., etc. Et puis sont arrivés les attentats. Il se trouve que la semaine des attentats, j'avais encore un entretien à faire avec Wolinski, que j'ai un ami qui est Laurent Léger, qui était autour de la table, qui était un des rescapés. Donc j'étais très marqué, j'étais d'abord, comme tout le monde, j'étais marqué, mais j'étais plus personnellement marqué pour ça, puisque j'étais dans cette histoire depuis longtemps.
Après, évidemment, dans les semaines qui ont suivi, j'étais absolument incapable de reprendre mon film, dont j'ai refait le montage après, et j'étais incapable d'écrire. Et j'ai vu apparaître sur les écrans de télévision, j'allais dire trustant, les plateaux de télévision, les fameux usurpateurs, et j'emploie le terme à dessein parce que je pourrais m'en expliquer, et je tiens à le dire tout de suite, sans haine, sans colère, je n'ai aucun compte à régler, et quand je dis usurpateur, je peux le prouver, puisqu'il y a, c'est une partie du contenu de mon livre, mais je pourrais développer après. Et je les ai vus truster les écrans de télé et raconter une légende, une romance, où ils se mettaient en scène et où ils gommaient complètement la véritable histoire de Charlie Hebdo et d'Harakiri, où Choron était oublié, où Kavala n'existait plus, et où j'ai eu le sentiment et le malaise profond de voir des types qui faisaient une sorte d'OPA sur la douleur collective, et qui parvenaient encore, avec une obscénité que j'ai rarement vue, à exister, ou presque à exhiber qui souffrait, qui soit triste, etc. Je n'en disconviens pas, mais il y avait une sorte d'obscénité totale à se mettre en scène, à se mettre en avant sur la douleur et sur la mort de ces gens. Donc moi j'ai fermé ma gueule, j'étais invité sur les plateaux télé parce que je faisais ce film et tout, j'ai jamais mis un pied j'ai refusé toutes les invitations et j'ai ronchonné. Et puis à un moment donné, au mois d'avril, fort d'une enquête quand même qui a été vraiment longue, puisqu'il n'y a pas une ligne de mon livre qui n'a pas été recoupée, c'est-à-dire tous les témoignages, et Olivier que j'ai appelé le sait bien, ont relu, j'ai envoyé des mails, j'ai tout vérifié. Il n'y a pas tout ce que je raconte sur les détournements de fonds, argent comme et surtout sens, se repose sur des documents notariés, judiciaires, des procédures, des choses comme ça. Et donc, à partir du mois d'avril, j'ai commencé à écrire dans une énergie comme ça qui a donné Mohican. Et j'ai terminé le livre, une première, disons, vers le mois d'août, vers la fin du mois d'août. J'avais pas terminé l'enquête puisque je voulais absolument rencontrer les gens que je mettais en cause. Je leur ai écrit des lettres recommandées. D'abord, j'ai essayé de les contacter, ils ont refusé. Puis, j'ai écrit des lettres recommandées et j'ai essuyé que des refus à la fois des gens de l'intérieur de Charlie Hebdo. Je pense à Riss et à Marika, par exemple, ou à Porto. Et je pense aussi, évidemment, à Malka et à Val. La seule chose qu'ils ont fait en refusant, ils m'ont répondu par des courriers d'avocats et ils ont pris un avocat qui s'appelle Georges Kijman. Donc, c'était marrant de voir, l'ancien ministre, de voir trois champions de la liberté d'expression, je mets des guillemets à champions, que sont Malka, Val et Kijman. À la seconde où on les titille un peu, où on leur pose des questions, la seule chose que l'acte qu'ils ont commis, c'était d'envoyer une lettre recommandée, non pas à mon éditeur, qui est Julliard, parce qu'avec Julliard, il savait bien qu'il n'y aurait pas c'est Bernard Barrault, donc c'est vraiment un ami, enfin c'est plus qu'un ami, c'est quelqu'un de très important pour moi, donc il n'y avait pas de problème avec Bernard, mais ils sont allés attaquer la maison mère qui s'appelle Editis, ils ont fait un courrier au service juridique en expliquant que mon livre était diffamatoire et qu'ils demandaient à ce que, c'était pas dit comme ça, ne publiez pas, mais la lettre est très insidieuse, elle a dû paraître, je pense, dans l'Express, l'Express se les procurait. Donc c'est les seules réponses que j'ai eues. Et puis j'ai continué à travailler, j'ai intégré tout ça à mon livre, et jusqu'au bout, j'ai eu une pression très forte du service juridique, des avocats, etc. Et le livre a été très, très compliqué sur la fin. Il est sorti un peu au forceps, donc au début du mois de novembre. Et il y avait, j'ai eu des premiers retours de lecteurs qui étaient vraiment bons. Enfin, les gens découvraient une histoire. Et il y a eu alors j'étais invité à France Inter, il y a eu une interview dans les Inrocks, voilà. Et puis après, il y a une sorte de blackout dans les médias. Que j'ai l'habitude avec Clearstream, mais c'était assez sidérant de voir ça, de voir la mécanique qui a été mise en place. Je pourrais l'expliquer parce que c'est assez malin d'ailleurs de leur part, puisque Philippe Val a écrit uniquement parce que je faisais mon livre et qu'il savait qu'il était inquiété par mon bouquin, un livre très mauvais qui a servi de contre-feu. Et tous les médias, alors lui il a eu tapis rouge partout, tous les médias ont parlé de son bouquin, où chaque fois qu'il y avait un papier sur le mien, on disait polémique autour de Charlie Hebdo,
Val dit un truc, Robert dit un autre, balle au centre, quoi. C'est un peu, vous connaissez la phrase de Godard qui dit l'objectivité, c'est pas un quart d'heure pour les Juifs, un quart d'heure pour Hitler. Là, les journalistes, en tout cas sur Charlie, ont fait ça, et puis ils ont essayé de me sortir de la photo. Comme moi, je suis pas un gars très, très combatif, et que c'est pas un grand plaisir pour moi d'aller sur les plateaux de télé, je me suis pas battu sur ce terrain-là. Et j'ai laissé faire les choses, et les réseaux sociaux, j'ai écrit 2-3 trucs, et puis surtout, j'ai fait confiance au lecteur. C'est-à-dire que le bouche à oreille a fonctionné. Vous voyez, je suis ici, hier j'étais dans une, je sais plus, j'étais dans une ville, il y avait énormément de monde. Chaque fois, je pourrais passer mon temps à faire ça. Je prends beaucoup de plaisir à parler de ça, mais j'ai aussi encore d'autres livres à écrire. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas être trop long, mais s'il y a une morale dans cette histoire pour l'instant, c'est-à-dire que mon livre a été réimprimé 2 fois, malgré le silence, on va dire, des médias mainstream, il est à plus de 15 000 exemplaires de vente, et celui de Val, qui était à 2000 exemplaires, quoi. Il a beau faire marcher le tambour, etc. Ça, voilà. Et je voudrais encore dire un mot sur cette journée très particulière, où je suis quand même assez sidéré de voir que dans cette journée de commémoration, toute la communication de Charlie Hebdo est complètement orchestrée et prise en main par une communicante qui s'appelle Anne Hommel, qui est la communicante d'Omar Bongo, de DSK, de Cahuzac, de Canal+, et de Bolloré, et de tout ça, et qui aujourd'hui, et depuis quelque temps, grâce à Richard Malka, est la communicante de Charlie Hebdo. Et donc tout ce qui est communication de Charlie Hebdo, de RIS, de tous ces gens-là, ne passe que par elle. Et ce que je trouve déplorable, avant de venir ici, j'étais au téléphone avec quelqu'un de la rédaction de Charlie Hebdo, ils sont désespérés là-bas. Je pense aux journalistes, aux dessinateurs qui ne sont pas à la direction du journal. Hein. Je pense à Laurent Léger, je pense à Zineb, je pense à Pelou. Pelou, c'est un peu différent parce qu'il a d'autres activités, mais et à d'autres à qui on a interdit de parler. Et on a une sorte de dictature qui s'est créée à Charlie Hebdo avec un rédacteur en chef, directeur, actionnaire principal à 70% qui s'appelle RIS, avec une communicante qui est cette fameuse Anne Hommel, et avec l'avocat Malka qui est là, etc. Et le climat dans ce journal est détestable. Mais alors, une fois que j'ai dit ça, je tempère aussitôt mon propos parce que je sais à quel point ça doit être difficile d'être dans ce bunker avec ces fantômes et de devoir faire un journal et de l'humour, etc. Donc j'ai pas arbitré à dire c'est bien ou c'est pas bien, mais simplement je note que ce journal, plutôt que de s'ouvrir, de créer une société des rédacteurs, d'avoir reproduit exactement le même schéma que celui de Philippe Val dans les années 92-95, il se referme, il se nécrose, et forcément ça se ressent sur la qualité du journal. Voilà, j'étais à peu près... Je cède la parole à Olivier. Je suis ravi de voir aujourd'hui, parce que je l'ai eu au téléphone, il est dans mon livre, alors je ne sais pas si... Moi je trouve... que le livre de Denis est de salubrité publique parce qu'il s'est coltiné une tâche que on est quelques-uns sans doute à avoir pensé faire à un moment ou l'autre, et puis on n'a pas eu le courage, pas la ténacité, et Denis l'a trouvé de se pencher sur cette tragédie particulière. J'aime pas tellement le mot tragédie parce qu'il est pompeux et mis à toutes les sauces, mais dans le cas de Charlie Hebdo, c'est un mot qui est pleinement approprié. Cette tragédie de la captation de l'héritage du journal libertaire, émancipateur des années 70, qu'il est resté encore, je pense, dans les années 90, qu'il a cessé d'être ensuite, et la captation de cet héritage par des gens qui s'en sont servis comme marchepied pour leur carrière. Philippe Val, Caroline Fourest, Richard Malka, ce sont des personnages assez romanesques. On pourrait vraiment filer toute cette histoire dans la fiction. Ce serait sans doute passionnant. Heureusement que Denis a fait ce travail. Moi, ce qui me fait encore de temps en temps intervenir ou réagir à Charlie Hebdo, c'est une autre tragédie à laquelle toi tu ne t'es pas consacré dans le livre, on ne peut pas tout faire.
qui est celle de l'évolution idéologique du journal. Bon, quand je parle de tragédie, bien entendu, elle se rajoute, enfin, il faut évidemment pas oublier la tragédie première, en quelque sorte, qui est celle du massacre de l'année dernière, dans lequel j'ai personnellement perdu des gens que j'avais, il y a longtemps, beaucoup appréciés. Pour certains d'entre eux étaient des amis, donc bien sûr, le choc aujourd'hui est encore présent. Mais ce qui m'amène à prendre la parole, c'est l'évolution de ce journal vers un courant de pensée qui légitime l'islamophobie à travers une contribution un peu différente de celle qu'on connaît dans des journaux comme, je sais pas moi, Marianne ou Le Point, etc. Il y en a tout un paquet qui font un peu leur beurre avec des unes et des dossiers racoleurs retentissants sur l'islam qui serait l'ennemi public numéro un. Charlie Hebdo a apporté sa propre tonalité au développement de cet axe de pensée. Et assez souvent, je tombe parfois sur des gens qui me disent « Mais enfin, comment vous pouvez dire que Charlie Hebdo est un journal islamophobe, on devrait quand même avoir le droit de critiquer les religions, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» À quoi je réponds quand j'ai le temps et la possibilité de le faire, quand la lassitude de ce genre d'échange pénible ne me terrasse pas, j'essaie d'expliquer que, bien sûr, critiquer les religions, bien évidemment, c'est un droit fondamental, légitime et salutaire, qu'il faut exercer, mais la critique de l'aliénation, de certains types d'aliénation religieuse, formidable, mais qu'on ne peut pas s'arrêter là, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il y a d'autres types d'aliénation auxquels il faut s'attaquer aussi, au premier lieu par exemple l'aliénation politique qui consiste à faire croire que l'instauration d'une sorte de régime policier, comme c'est le cas en ce moment, servira à arrêter le terrorisme et qu'il faut frapper, qu'il faut applaudir des deux mains pour saluer cette courageuse instauration d'une sorte de fascisme démocratique, si on veut. Ce genre-là d'aliénation, me semble-t-il, ne doit pas être oublié, et Charlie Hebdo a, depuis de longues années, malheureusement, choisi de se consacrer essentiellement à ce qu'il appelle le combat pour la laïcité. Alors, là-dessus, un petit point d'histoire, si vous voulez, par rapport au Charlie Hebdo des années 60-70. C'est un journal dont les unes aujourd'hui, où les dessins, les articles peuvent paraître aujourd'hui extrêmement provocateurs, mais qui, quoi qu'on en pense, pour moi, ça m'a beaucoup apporté quand j'étais gosse et que je feuilletais les vieux Charlie chez les bouquinistes. C'était pour moi clairement adossé à un refus des discriminations, à un combat pour la justice d'une certaine façon. Voilà, c'était l'idée que c'était pas bien d'écraser la tête de quelqu'un sous une semelle, que il y avait un refus de la religion, mais il y avait un refus du patronat, il y avait un refus de la police, de l'armée. Tout ça formait un ensemble. Et c'est cette cohérence-là qui, à mon avis, donnait un sens fort à l'athéisme revendiqué de l'équipe de Charlie Hebdo. Ce qui s'est passé ensuite, depuis, je vais pas faire tout l'historique, ce serait trop long. Mais je voudrais juste donner un exemple. Il y a quelques années, une crèche associative a licencié une assistante maternelle au seul motif qu'elle portait le voile. On ne pouvait pas lui reprocher des manquements professionnels. Elle était, de l'avis de tout le monde, parfaitement compétente et appréciée. Mais le seul fait qu'elle portait le hijab était considéré comme de nature peut-être à traumatiser les chers petits et qu'il fallait donc la congédier. Je ne sais pas si vous avez cette affaire en tête, c'est la crèche Babylou. Et Charlie Hebdo s'est lancé à
à fond perdu dans ce combat, dans le combat visant à légitimer ce licenciement, visant à légitimer une mesure punitive contre quelqu'un uniquement pour des raisons de type vestimentaire. Et c'est là, il me semble qu'on passe de la critique d'une religion, d'un travail d'émancipation, vers l'islamophobie. C'est-à-dire que on se met à s'attaquer à des personnes uniquement pour des questions d'apparence vestimentaire, pour en fait un procès d'attention qu'on attend. Quelqu'un porte le voile, il est donc forcément considéré comme un ennemi. Et peu importe ses droits de salarié, peu importe ses compétences, peu importe même ce qu'elle a à dire, Charlie Hebdo s'est lancé là-dedans à fond perdu. On parle souvent de Charlie Hebdo en termes de dessin, provocateur, etc., de droit au blasphème. Là, on n'est pas du tout sur ce terrain-là. On est sur le terrain d'une campagne de presse menée contre une personne qui s'est retrouvée objet d'une campagne extrêmement haineuse, violente, et à laquelle Charlie Hebdo a contribué, pas seulement par quelques chroniques ou quelques dessins, mais par des articles de fond, des entretiens avec Elisabeth Badinter, avec Richard Malka, qui est donc l'avocat de Charlie Hebdo, mais qui a aussi, dans cette affaire, servi d'avocat à la crèche Babylou. Et cette fixation sur une personne pour essayer de la mettre plus bas que terre, encore une fois, au seul motif qu'elle portait un bout de tissu autour de ses cheveux, me paraît assez symptomatique de ce qu'on a vu, du courant de pensée qu'on a vu émerger et se propager au cours des 10-15 dernières années, et culminer avec à la fois des couvertures médiatiques qu'on connaît, mais aussi avec des mesures politiques tout à fait concrètes, les assignations à résidence, les perquisitions menées avec une violence inouïe au cours de ces dernières semaines, sans que cela fasse réagir, et en tout cas sans que cela fasse réagir Charlie Hebdo. Et donc c'est quelque chose de tragique pour moi personnellement, parce que j'ai travaillé dans ce journal pendant une dizaine d'années, dans les années 90, et de voir un journal auquel on a tenu, dans lequel on s'est investi, servir d'agent de propagation à des idées néfastes qui contribuent à installer une ambiance pourrie dans un pays, et à décomplexer en fait aussi l'opinion de gauche sur ces questions-là, c'est-à-dire à faire passer le curseur du discours islamophobe de l'extrême droite vers la droite, puis de la droite vers la gauche, et y compris dans les milieux de gauche, y compris dans des milieux qui se revendiquent anarchistes ou libertaires. Charlie Hebdo a beaucoup contribué à cette propagation. Et pour moi, l'un des marqueurs qui permettent de distinguer ce qui relève de la liberté de critiquer, de dénoncer, y compris avec véhémence, les religions et l'islamophobie à dimension raciste, c'est que cet axe ce paradigme, cet axe de discours et de pensée finit par devenir suffisamment prioritaire pour justifier de nouvelles alliances, et finalement devient prioritaire par rapport au reste. Moi, je trouve tout à fait révélateur que ce matin, à France Inter, ont été invités Rhys et Coco, donc Rhys, dessinateur et directeur de Charlie Hebdo, et Coco, dessinatrice du même journal. On leur a donné carte blanche ce matin, à la matinale, et ils ont décidé d'inviter Elisabeth Badinter comme amie, comme soutien, et comme conscience finalement, comme incarnation de l'esprit Charlie et de leur combat. C'est révélateur pourquoi, bien sûr, on sait que Elisabeth Badinter tient des propos féroces sur l'islam, les musulmans, et sur le droit de dégueuler sur les musulmans comme étant un des beaux-arts de la laïcité, de la liberté d'expression. Donc c'est à ce titre évidemment qu'elle a été invitée, sauf que Elisabeth Badinter n'est évidemment pas que la philosophe ou l'essayiste
ou la féministe qu'elle prétend être. Elle est aussi l'une des principales actionnaires du groupe Publicis, l'une des plus grosses agences de publicité d'Europe. À ce titre, elle est aussi l'une des femmes les plus riches de France, hein, et pendant quelques années a eu quelques hésitations à payer l'impôt sur la fortune qui lui incombait. Et c'est assez révélateur. Pourquoi? Parce que Charlie Hebdo a été aussi, c'est l'un de ses combats, un journal anti-publicité. C'est effectivement un journal qui ne publie pas de publicité, c'est tout à son honneur. Ceux d'entre vous, et Denis, ça a certainement percuté ceux qui ont apprécié des textes de Kavanagh, comme c'était mon cas, se souviennent sans doute des textes qu'il a pu écrire sur la publicité, des textes extrêmement marquants, véhéments, sur la décérébration publicitaire, parce qu'il y avait ça aussi dans Charlie, c'était aussi le refus d'une certaine société de consommation. Il y avait une forme d'utopie dans le vieux Charlie Hebdo, l'anarchie douce de GB. Il y avait cette idée-là du refus de la consommation stupide, et donc des propagandistes de la camelote qui se retrouvent partout. Mais ça, ce combat-là, soudain, devient secondaire face au grand ennemi qui est l'islam, que sont les adversaires supposés de la laïcité. Et donc on fait, on fait du compagnonnage avec celle qui est précisément l'une des responsables, l'une des incarnations de ce système publicitaire en France, qui se présente comme féministe, mais qui par ailleurs gagne sa vie grâce à des publicités extraordinairement sexistes faites par Publicis. Tout ça passe au second plan, comme a pu passer au second plan le fait qu'un Bernard-Henri Lévy ou qu'un Antoine Sfer soient des personnes intellectuellement déconsidérées, totalement carbonisées en termes de crédibilité, mais qui se retrouvent du côté de Charlie Hebdo, invités à s'exprimer dans Charlie Hebdo, parce que, étant supposés du bon côté de la ligne de démarcation, ils deviennent soudain des amis. Et c'est là où, encore une fois, au-delà de ces faux débats que sont le droit au blasphème, etc., la liberté d'expression, il y a, à mon avis, à Charlie Hebdo, une évolution qui est de l'ordre du néoconservatisme. Vous savez, les néoconservateurs américains, pour eux, voilà, c'est clair et net, l'ennemi numéro un, c'est le monde musulman, voilà, il faut leur entrer dedans. Charlie Hebdo ne va pas dire exactement la même chose, mais il recompose ses alliances et ses fréquentations autour de cette question-là exclusivement. Et ce qui peut donner des choses absolument délirantes, comme le grand concert prévu samedi Place de la République, où vous aurez Johnny Hallyday et les chœurs de l'armée française qui vont se produire en hommage, en soutien à Charlie Hebdo. Mais de la part d'un journal aussi fondamentalement antimilitariste que Charlie Hebdo, c'est une ironie du sort inconcevable. On se dit toujours avec Charlie Hebdo, plus rien ne peut m'étonner, mais en fait si, on arrive toujours encore à être surpris. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle de temps en temps on peut estimer nécessaire encore de s'exprimer, de dire deux, trois choses en dépit de la décence qu'il faut évidemment respecter par rapport aux victimes et par rapport aux survivants. Mais ce travail idéologique, il est à mon sens extraordinairement néfaste, et je pense qu'il est important de le dénoncer. Ah ouais, je vais faire super vite, je vais vous lire quelques morceaux de Charlie Hebdo pour peut-être avant qu'on échange, parce que je trouve ça intéressant de regarder d'un côté de quoi on est en train de parler et ce qui est en train d'être célébré un peu partout. Je ne parle pas de ce qui est commémoré, je ne parle pas de l'atrocité qui est commémorée, je parle de ce qui est célébré comme une espèce de modèle, d'étendard même de la liberté d'expression, de la défense de la liberté d'expression et de celle de la laïcité.
Donc petit morceau de l'éditorial de Rhys, directeur de la publication de ce matin. La vérité, c'est que beaucoup espéraient qu'un jour quelqu'un viendrait nous remettre à nos places. Oui, beaucoup ont espéré qu'on se fasse tuer. Parmi eux, des fanatiques abrutis par le Coran, mais aussi des cubénis venus d'autres religions, qui nous souhaitaient l'enfer auquel ils croient pour avoir osé rire du religieux. Sans oublier ce marigot d'un télo aigri, de chroniqueurs insipides et de journalistes jaloux qui font bien gaffe où ils mettent les pieds sur le chemin de leur carrière, en évitant soigneusement de dire quelque chose de sincère. Cette nef de fous et de lâches souhaitait notre mort, les religieux parce qu'on avait blasphémé, les autres parce que Charlie Hebdo avait toujours été une anomalie dans le paysage médiatique français. Je vous lis aussi parce que Denis est là et que je découvre un peu peut-être en même temps que toi. Denis, dont ton livre, dont je vous recommande à tous la lecture, est extrêmement bien documenté et extrêmement accablant, notamment pour ce qui porte sur l'argent de Charlie Hebdo et sur l'usage un petit peu privatif, voire privatiseur que Philippe Val en a fait. Sous la plume de Caroline Forest, Denis Robert devient un pseudo-journaliste d'investigation brouillon, assoiffé de pognon et perdu dans les chiffres, pour qui, pendant les attentats, les affaires continuent. Fine allusion à ton livre « Pendant les affaires continuent ». Donc ça, c'était le côté liberté d'expression. On voit que la liberté d'expression consiste à avoir en effet le droit d'émettre un avis différent de ceux des gens de Charlie Hebdo et à se faire chier dessus immédiatement après par les gens de Charlie Hebdo en des termes invraisemblables, puisque toute personne qui n'est pas du même avis que Chris est donc aigri, insipide, jaloux et arriviste. Par ailleurs, c'est des grands défenseurs de la laïcité, comme l'a dit Olivier. Ils ont quand même invité ce matin sur France Inter Elisabeth Badinter, qui était l'auteur de l'impérissable remarque selon laquelle, en dehors de Marine Le Pen, plus personne dans ce pays ne défend la laïcité. Ça, c'était en 2011. Et ce matin, elle a expliqué qu'en ce moment, on fermait le bec à toute discussion sur l'islam en particulier, donc il est impossible dans ce pays de parler de l'islam, comme tout le monde le sait ici. Et enfin, pour défendre la laïcité, elle a prodigué le conseil suivant: il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Donc je pense que la liberté... À quoi Rhys a répondu on se sent moins seul. Ouais. Donc la liberté d'expression consiste, encore une fois, à ne pas contredire Charlie Hebdo, sous peine de se faire insulter, voire traîner dans la boue, et la défense de la laïcité consiste à accepter de se faire traiter d'islamophobe. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Juste un petit point dans Caroline Forest, vous pourriez dire ce qu'il dit Delphin de Ton qui intervient longuement. Alors je vais vous lire aussi... Tonton Gâteau. Alors je vais vous lire aussi... Sur ce papier, on vient de bout en bout de Caroline Forest parce que cette militante féministe fameuse dénonce les sans-couilles qui ont capitulé. Le mot sans-couilles étant probablement basique dans le registre du féminisme radical. Et par ailleurs, Delphin de Ton, lui, c'est... Il est où? Il est... Ouais, attends. Delphin de Ton est un tonton gâteux ressassant ses aigreurs dans sa misérable colonne depuis 20 ans et qui ne trouva rien de mieux que de faire parler le cadavre de Wolinski. Donc le Delphin de Ton est quand même moins talentueux que Caroline Forest. Il le remet bien à sa place. Bon, merci pour ces interventions. Effectivement, dans tout le débat, moi qui m'a surpris après ce qui s'est passé sur Charlie Hebdo, c'est l'espèce de contradiction permanente dans laquelle on nous disait, c'est nous battons pour la liberté d'expression, mais simplement à condition que vous ayez la même opinion que nous. À partir du moment où vous vous souvenez de ce qu'avait dit Valo Belkacem, ce n'est pas normal qu'il y ait des interrogations par les élèves de ce qui s'est passé. Je veux dire, on est vraiment dans quelque chose de... Alors, on était déjà dans quelque chose d'inquiétant. Aujourd'hui, après le 13 novembre, on est dans quelque chose d'encore plus inquiétant parce que ce n'est pas seulement une espèce de pression morale qui est exercée ou médiatique, on a aussi une pression de fait policière puisqu'on assigne à résidence des gens dont on pense qu'ils pensent mal. Alors, évidemment, tout le monde se dit, bon, il n'y a que des islamistes, puis on se dit quand même, il y a une vingtaine de militants écologistes, et puis demain, ils vont nous dire...
Mais vous comprenez, on va assigner à résidence des gens qui veulent faire grève parce que la police et l'armée n'ont pas le temps de s'occuper des grévistes et qu'il faut lutter contre le terrorisme. Donc là, il y a vraiment, je veux dire, on est dans un climat qui est effectivement assez inquiétant. Et juste encore une remarque, parce que Olivier ne l'a pas dit, mais Charlie Hebdo, c'est-à-dire qui s'est fait pendant cette période défenseur de la liberté d'expression, a licencié des journalistes. Je veux dire, au nom de... Enfin, je veux dire, on a eu le cas très célèbre de Ciné, mais il y en a eu d'autres, puisque Olivier, Mona Chollet, etc., ont été poussés dehors. Etc. Là aussi, on est quand même dans une histoire concrète. Je ne parle même pas des questions d'argent, moi je les ai apprises en lisant le livre de Nuit Robert, je veux dire, c'est hallucinant, les questions. Hallucinant, vraiment. Mais même sur le simple fait de l'expression politique, on est vraiment dans une... C'est tous derrière Charlie, y compris, c'est-à-dire, personne ne s'étonne plus de voir le Figaro faire l'éloge de Charlie Hebdo comme si c'était tout à fait normal, ou de voir l'armée française devenir le... Enfin, vraiment, on est dans des choses tout à fait inimaginables. Oui, Olivier, juste pour rajouter une chose, personne ne s'étonne non plus de voir une ministre en exercice du gouvernement qui a prononcé l'état d'urgence s'exprimer dans le numéro spécial de Charlie Hebdo. Fleur Pellerin, a été invitée en tant que ministre de la Culture qui ne lit pas de livre à apporter son soutien au journal. Très bien. Ce matin, on pouvait l'entendre sur France Info, encourager Charlie Hebdo à rester impertinent. Alors, du coup, on devine quand même que cette impertinence-là ne dérange pas, outre mesure, Fleur Pellerin et le gouvernement auquel elle appartient. C'est aussi ça, le réagencement. Si vous voulez, le même jour où le gouvernement annonce un projet de loi pour étendre encore davantage les pouvoirs de la police et mettre hors jeu les garde-fous du judiciaire et permettre des perquisitions de nuit et instaurer une sorte d'état d'urgence permanent, le même jour, vous avez la ministre de ce gouvernement, qui d'ailleurs justifie évidemment toutes ces mesures, y compris la déchéance de la nationalité, qu'elle souhaiterait voir étendue à tout le monde, pour la démocratiser en quelque sorte. De même qu'on démocratise le contrôle aux faciès, on va démocratiser aussi la déchéance, donc c'est ça le progrès aujourd'hui. Que la ministre d'un gouvernement de cette sorte s'exprime dans les colonnes du journal, à mon avis, signe une totale faillite sur le plan moral et politique. Ou alors c'est peut-être un petit échange de bons procédés, parce qu'il se trouve que ce matin dans l'Express, RIS répond avec une impertinence tempérée à une interview sur ce qu'il pense notamment de l'état d'urgence. Est-ce qu'il trouve que c'est bien? Il pense qu'après les attentats contre Charlie, les esprits n'étaient pas encore prêts, et que maintenant ça va, et qu'il faut quand même bien se défendre. C'est un peu le bout quand même de sa révolte. Oui, on va laisser la parole maintenant. Il y a un micro ici, donc ceux qui ont des questions. Madame. Oui. Oui, moi je voulais, hormis la dérive idéologique que je crois, que moi j'ai suivi de A jusqu'à Z, il y a un truc qui m'intrigue, et j'ai pas lu votre livre, Denis Robert, c'est comment, factuellement, on peut passer du journal que personnellement je n'ai jamais aimé, parce que quand Olivier Cyran dit il y avait une globalité, par exemple la lutte contre les religions était reliée à un dispositif global contre les discriminations, sauf une catégorie de la population, tout de même, les femmes. C'est un journal constamment d'une misogynie crasse. Personnellement, il y avait des trucs qui me faisaient rigoler. Dès qu'il y avait un truc sur les femmes, c'était nettement moins drôle. Donc il y avait quand même des eaux troubles dans le journal. En revanche, moi ce qui m'a... Par exemple, comment une bande de mecs aussi intelligents, un mec aussi intelligent et brillant que Cavalla, que personnellement j'adore, même s'il n'a pas joué dans ma carrière, heureux qu'il a joué pour vous, ont pu se faire gruger de la sorte par un crétin total, quoi. Où le type est prodigieusement malin, comme tous les escrocs. Un tapis, par exemple, est un mec malin. Sinon, il n'aurait pas pu gruger pendant je ne sais combien d'années. Mais comment, où il y avait une faiblesse idéologique derrière tout ça, démente, ils n'ont rien capté à ce qui se jouait politiquement dans l'époque. Je ne comprends pas. Merci. Lina, salut.
il m'a fallu 300 ou 400 pages pour répondre à votre question, qui est évidemment la question que je me posais aussi et que j'avais posée à Kavanagh. Je fais un tout petit préalable sur la misogynie. Je pense qu'ils n'étaient pas... Le micro ne marche pas ? C'est Thomas qui entend pas. Ah, pardon. Non, je ne pense pas que ce soit un journal misogyne, contrairement à ce que vous dites. Je pense que ni Kavanagh, ni Reiser, ni Sylvie Caster, ni que Choron dans Harakiri, c'est une manière d'exposer les femmes et était un peu limite. Ça, je peux pas en disconvenir. Voilà. Mais ceci dit, bon voilà, c'est pas l'essentiel. Je voudrais vous répondre. Je vais essayer d'être court, mais parce que tout est imbriqué et tout est compliqué. D'abord, Philippe Val n'est pas un crétin. C'est un mec qui a un vrai talent, c'est un vrai séducteur, c'est un orateur, c'est un type qui embrouille. Et pour avoir, par exemple, écouté, parce qu'on m'a remis des enregistrements, des réunions de rédaction qui ont précédé l'éviction de Ciné. Et il y a tout un chapitre de mon livre où je reprends des propos, mais qui sont repris des bandes que j'ai écoutées. Ça a été enregistré parce que les gens qui ont enregistré ça avaient tellement peur de Val et étaient tellement édifiés par ce qu'ils entendaient qu'ils ont dû se dire mais on va pas me croire si je... Alors ils ont enregistré, donc j'ai trois réunions de rédaction enregistrées que j'ai écoutées. Et d'ailleurs à un moment je me suis dit putain c'est pas possible, je vais en faire un livre tellement c'est édifiant. Et on est face à une sorte de gourou, un type qui est dans une secte, qui crie, qui s'énerve, qui flatte, qui engueule, qui revient, c'est parce que là, il essaie absolument de justifier l'éviction de Ciné. Il invente. C'est quand on l'écoute, et je l'ai bien écouté, c'est une folie totale. Et je pense, et je le dis de manière la plus, ça va peut-être vous étonner, mais je pense que ce type est un cas psychiatrique. C'est que je n'ai jamais vu. Non, mais il est dans une. Il doit être. C'est un vrai problème. Et je n'ai jamais vu une telle imposture. Médiatique, politique, etc. C'est une imposture totale, une fausse valeur totale. Sa culture est du vernis. Et d'ailleurs, j'adore mes copains Lefebvre Touron et Delfeuille de Thon lui ont donné un surnom qui est Spinoza 4 fromages. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a lu Spinoza après il va nous faire des tartines, mais les mecs qui connaissent Spinoza sont pas dupes, quoi. Enfin, ceci dit, il n'est pas con. Il est alors. Je vais essayer d'être synthétique parce que c'est quelqu'un, c'est le coucou qui est rentré dans le nid, quoi, et qui en a fait son truc. Mais au départ, c'est pas Machiavel, c'est-à-dire qu'au départ, il savait pas que ça allait se passer comme ça. D'ailleurs, lui-même ne voulait pas l'appeler Charlie Hebdo, il avait peur des procès, etc. Donc il n'est pas venu en se disant, voilà, je vais m'enrichir, je vais faire tout ça et tout. Mais c'est un type qui, comme il est ce qu'il est, il est ambitieux, il est sans foi ni loi. Son ambition, c'est vraiment une soif de pouvoir, d'honneur et d'argent. Et il a des lubies comme ça. Enfin, on les connaît tous. Hein, dès qu'on dit le mot juif, on dit antisémite. Enfin, vous voyez, je ne vais pas développer ces trucs-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, techniquement, juridiquement et humainement, il a monté son opération. Ça démarre en 92 quand il rentre à la Grosse Bertha, où tu étais. Et la Grosse Bertha, donc Charlie Hebdo s'est arrêté en 82, exsangue, les ventes étaient tombées et tout le monde retrouve plus ou moins du boulot, d'ailleurs sauf Kavanagh, qui écrit dans les nouvelles littéraires, qui a des petits boulots comme ça, qui écrit ses livres historiques. Ça va pas trop bien pour lui, mais il a pris du recul sur tout ça. Et puis il y a des mecs autour de Forcadell et d'un éditeur qui s'appelle Godefroy, Jean-Cyril Godefroy, qui crée un journal au moment de la guerre en Irak qui s'appelle La Grosse Bertha. Le journal sort avec ce fameux Forcadell avait créé une association de dessinateurs et leur rêve était de créer ce journal. Et est arrivé dans cette aventure Cabu avec son ami, avec Patrick Fonte et Philippe Val, et ils ont sorti un journal qui au premier numéro, donc quand il sort en 91, se vend à 25-30 000 exemplaires, le deuxième un peu moins, le troisième un peu moins, puis ça se stabilise autour de 15 000. Et il y a très tôt une fracture à l'intérieur de la Grosse Bertha, je schématise, hein, entre, on va dire, l'esprit bête et méchant de gens qui veulent se fendre la gueule, etc. On retrouve Kafka, Lefred, enfin, etc., des personnes
qui veulent rire, qui sont vraiment dans l'esprit d'Harakiri et de tout ça. Et puis des gens autour de Philippe Val qui veulent faire un journal déjà plus politique, où les dessins servent plus d'illustration, etc. Et il va y avoir un conflit. Je vous le fais court, mais au bout de 8 ou 9 mois de sortie du journal hebdomadaire, Val décide de faire un putsch avec Cabu, parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de Charlie Hebdo si on n'a pas l'analyse un peu du couple Val-Cabu. Cabu, qui est une énigme pour moi, ça le reste malgré mon enquête, c'est-à-dire que sans Cabu et 1 degré moins sans GB, Philippe Val n'aurait pas réussi son OPA, il n'aurait pas réussi son opération. Et Cabu, tu pourras peut-être en parler après, j'ai réfléchi à ça, j'ai posé des questions, etc. Sans Cabu, il ne réussit pas cette opération. Cabu, il fait partie des premiers types absolument séduits par Val, séduits par son discours, séduits par... et Cabu était en admiration totale devant Val, et ça n'est absolument pas l'argent, parce qu'on pourra parler d'argent tout à l'heure, qui l'a motivé, mais bien une sorte de charme. D'ailleurs, quand j'en parle aux gens, parce que moi je ne les ai pas bien connus, c'était limite de relations amoureuses, pas consommées, ils n'étaient pas homosexuels l'un et l'autre, mais il y avait, de la part de tous ceux qui m'en ont parlé, au Canard enchaîné comme à Charlie Hebdo, un amour inconditionnel de Cabu à Val, qui est, voilà, fait partie des énigmes du livre. Toujours est-il qu'il avait besoin de Cabu pour partir, il crée, en fait, c'est Choron d'ailleurs qui le raconte très bien, et c'est là que commence l'arnaque. C'est-à-dire que, je l'ai dit, la Grosse Bertha, qui est un journal, moi j'aimais bien la Grosse Bertha, c'était un journal qui s'est créé, voilà, il s'appelle la Grosse Bertha. Les mecs, ils changent l'étiquette, en 6 jours, ils changent l'étiquette, ils font quasiment le même journal, à 2 ou 3 dessinateurs près, ils mettent Charlie Hebdo à la place de la Grosse Bertha, ils en vendent 180 000. Puis 170, puis 150, ça va faire un... Voilà. Et donc là, il part en 92, voilà, avec un titre, mais le problème, c'est que le titre ne lui appartenait pas. Et le titre appartenait pas non plus à Cavana, appartenait pas à Wolinski, il appartenait à qui ? Il appartenait pas à Choron. Choron était le directeur de publication, donc légitimement c'était l'éditeur, le producteur, donc c'est lui. Et Choron, contrairement à tout ce qui a été dit et écrit, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour que ce journal existe, et Cavana et tous ceux qui connaissent l'histoire le savent. Sans Choron, Charlie Hebdo serait mort bien plus tôt. Il s'est toujours démené pour trouver du fric. Alors, il y a plein d'histoires dans le livre qui sont incroyables, il se démerde pour trouver du fric. Le journal réussit à sortir, et à ce moment-là, Choron, comme il est interdit de gestion, il file le titre à une société, un homme de paille, quoi. Et lui, quand il voit, donc évidemment, la bande, Val, il y a des scènes très drôles, quand ils veulent récréer Charlie Hebdo, ils sont emmerdés, donc ils veulent aller embaucher Choron, mais ils veulent l'embaucher comme pigiste, en gros, dans son journal. Donc Choron les envoie chier, quoi, et d'une manière assez virulente. Et Cavana, d'ailleurs, c'est un des moments les plus émouvants, je trouve, du film qu'on a fait avec lui. C'est quand la grande tristesse de la fin de sa vie, c'est de s'être fâché avec Choron à cause de ça, en quelque sorte. Et il dit, et Choron avait raison, il avait raison contre tout le monde, j'aurais jamais dû y aller, qu'est-ce que je me suis fait avoir, qu'est-ce qu'on a été con. Et ça, Delfeuille dit la même chose, Willem, sur son île, dit à peu près la même chose aussi. Enfin, tous les gens qui connaissent disent ça, qu'est-ce qu'on a été naïf. Mais en fait, quand on étudie techniquement la manière dont ça s'est passé, c'est une mécanique très fine. C'est ce que j'essaie de décrypter dans le livre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc, ils font un procès à la société. On est en 92. Ils font un procès en juillet, août, septembre 92. Le procès commence à la société qui s'appelle Création, je sais plus, la société de animation, création et compagnie, un truc comme ça. Et cette société fait un procès à Val et aux éditions Kalachnikov qui éditent à ce moment-là le nouveau Charlie Hebdo. Et je ne rentre pas dans le détail, mais à ce moment-là, Cavana est coincé, quoi, parce qu'il doit se bagarrer contre son frère, Choron. Et donc, l'équipe, avec l'animation du jeune stagiaire avocat Malka, va, je vous le fais court, mais en gros, faire défaut en écriture pour expliquer, parce que le nom de Charlie Hebdo, le nom Charlie, c'est une idée de Choron. Il a eu ça, c'était le Charlie Brown des Peanuts quand ils ont sorti Charlie Mensuel, etc. L'idée de l'appeler Charlie Hebdo est une idée des deux, mais plus une idée de Cavana au moment de Bal Tragique à Colombey, etc.
Donc la paternité du titre, c'est un peu compliqué à dire. Mais tous les mecs de Charlie Hebdo, Ciné, j'ai retrouvé toutes les adaptations, vont dire c'est Cavana, parce qu'ils veulent que le canard ressorte, c'est Cavana qui a inventé ça, c'est lui le patron, etc. Donc ils vont faire un procès, Choron va perdre en première instance, et ils vont faire appel, et ils vont perdre en deuxième instance. Donc ça dure de 92 à 95. En 95, le titre appartient donc intégralement, non pas aux éditions Kalachnikov, mais à François Cavana, qui est voilà, mais qui sait lui bien que tout ça, que l'histoire est un peu compliquée, mais ça génère, et là, c'est là où il se fait en papa-outé pour la première fois, où le rôle trouble de Malka apparaît, c'est que Malka est à la fois l'avocat de Cavana, mais il est aussi l'avocat de Philippe Val, l'ami, le frère, puisqu'ils se disent frères comme ça, et de Charlie Hebdo. Et là, il y a un conflit d'intérêts terrible. Et donc, en gros, Malka va baiser dans les grandes largeurs Cavana, qui va lui faire confiance pendant toutes ces années, et donc il va céder son titre. Mais attention, c'est là où on peut se dire, c'est d'ailleurs Delfoy le dit dans le film, il dit on était tous des ingénus face à des gens qui ne l'étaient pas. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a quand même un mec qui s'appelle Philippe Val, je ne sais pas quel était son salaire à l'époque, d'ailleurs, lui m'a raconté une histoire que j'ai trouvée assez édifiante aussi, c'est que au sein de la rédaction de Charlie Hebdo, qui gagne du fric, parce que quand le journal ne coûte pas grand-chose, il file des enveloppes chaque fin d'année aux mecs qui bossent bien, chacun ne sait pas ce que l'autre va toucher, et les administratifs touchent rien, les journalistes sont flattés de toucher un peu de rond, enfin tu pourrais expliquer ça mieux que moi, je ne l'ai pas vécu ça. Et puis pour ce qui est de Cavana, il est pigiste dans un journal, je ne sais pas combien il touche par chronique, et l'autre, il a un salaire de l'équivalent, il gagne très très bien sa vie à ce moment-là, parce qu'en plus, à côté, il est chansonnier, enfin, et tout le truc, et le journal gagne plein de blé. Très vite, ils vont louer des locaux, ils vont créer une SCI, et c'est pas Charlie Hebdo qui va louer les locaux, c'est la SCI fondée par Cabu, Val, GB, Bernard Maris, qui va relouer à Charlie Hebdo des loyers de 10 000 € par mois quand même, les loyers. Et l'emprunt de la SCI est cautionné par Charlie Hebdo, c'est leur coup de que dalle. Et donc une fois d'ailleurs, en 2008, quand Claude va se barrer à France Inter, quand ils vont revendre les locaux de la rue Turbigo, après avoir, évidemment, même les loyers, sur les loyers, ils étaient bénéficiaires à la fin, ils sont partis avec la caisse. Donc j'ai calculé qu'il avait pris 1,2 million sur les ventes de l'appartement, en plus de ses salaires de 13 000 € par mois, et en plus de toutes les dividendes qu'il a touchées, il a touché entre 2005 et 2008 2,2 millions d'euros. C'était sans doute le patron de presse le mieux payé de France, il n'y a aucun doute là-dessus, sans compter tous les salaires qu'il avait avant, sans compter la villa qui s'est fait construire aux frais aussi en partie de Charlie Hebdo dans le Vaucluse, enfin bon. Et donc, mais alors après vous vous dites, mais et Cavana, et ça d'ailleurs mon livre j'ai failli l'appeler 0,44%. Parce que quand même, Cavana se dit à un moment, il dit putain merde, quand même, je veux dire, j'ai que dalle, il faudrait quand même que je touche un peu de blé. Donc, mais comme c'est un... Vous voyez, Cavana, c'est un mec qui n'a pas très envie de parler de ces questions-là, c'est un fils de maçon, et il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et il y a un avocat qui s'appelle Bernard d'Artevel, qui était l'avocat de Charlie Hebdo, et qui va se faire baiser par Malka, puisqu'il va y avoir un accord entre Malka et Val pour capter le client Charlie Hebdo. Et donc, cet avocat va écrire une lettre que j'ai retrouvée à Philippe Val, en lui disant, écoute, quand même, tu ne peux pas, parce que ça vient de l'abus de bien social, laisser Cavana dans cette situation si précaire, alors que Cavana, au début d'ailleurs, il y avait la page d'édito, tout le journal a gagné de l'argent et s'est fondé sur sa personne. C'était quand même Jésus-Christ encore à l'époque, Cavana. Il était aimé de tout le monde, c'était une figure tutélaire, enfin, c'était un titre très important, mais il gagnait que dalle, quoi. Et à ce moment-là, l'avocat fait la lettre, il lui dit, tu pourrais quand même lui donner un peu de trucs. Et au prix de magouille, on peut imaginer tout ça, ils vont lui filer 0,44%. Quand j'ai entendu le chiffre, je suis resté sur le cul. Cavana, qui s'était battu comme un chien, ce que je raconte, qui a porté ce journal, etc., 0,44%. Ce qui représente les bonnes années 20 000 €, les mauvaises 10 000, quoi. Ce qui fait des compléments de salaire. Ce qui va expliquer le fait que Cavana, parce qu'en plus, il n'avait pas de retraite, enfin, etc., il a vendu énormément de livres, 1 million d'exemplaires l'héritage et tout, mais à ce moment-là de sa vie, il a fait vivre une famille, c'est pas quelqu'un de très argenté, il n'était pas pauvre, mais il avait besoin de ce blé pour vivre, quoi. Et si vous voulez, donc à partir de 95, l'autre a récupéré la paternité du titre, il a récupéré, il a mis, et Cavana va être, tout à petit, on va le pousser. Et il est, à un moment, c'est même lui qui le dit, Sylvie Caster me le raconte, il était comme une potiche qu'on sortait. On l'a sorti une fois à Cannes d'ailleurs, où il était descendu en train, deuxième classe,
pour faire la promo de leur putain de film à Cannes, et où les autres étaient descendus en classe affaires dans les grands hôtels, et Cavana était chez Pierre et Vacances dans un prince de classe. Enfin, pour vous situer, c'est une mesquinerie, c'est une horreur quand même, cette histoire. C'est dans les détails qu'on voit l'ignominie de ces gens-là, quoi. Et après, si vous voulez, je vais pas être trop long pour développer, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une deuxième magouille, c'est que Cavana s'est trouvé aussi dépossédé d'Harakiri. Et ça, c'était terrible. Parce qu'il y a eu une deuxième étape où Choron, pareil, Choron a voulu ressortir Harakiri, et Cavana, c'était son bébé Harakiri. C'était vraiment ce qu'il aimait le plus, et il voulait... Et quand... Voilà, ça c'est encore un truc énorme. Quand Val se barre à France Inter, grâce à l'affaire Ciné, j'ai l'impression d'être un doco là. Ça fait penser qu'il n'y a pas que France. Ouais. Non, mais quand il se barre à France Inter, bon, bah, il faut qu'il liquide le truc. Et il rend à Charles de Harris un journal exsangue. Il est à moins 486 000 euros. Lui s'est fait un chèque de 2,2 millions. Cabu part avec à peu près, je sais pas, enfin à peu près équivalent. GB part avec 400 ou 500 000, enfin tout. Et les autres prennent un journal, il y a un trou de 480. Mais Val leur dit, mais putain, vous avez Harakiri. Et Harakiri, ça va vous rapporter de la thune, parce que chaque fois qu'Harakiri fait des suppléments chez des éditeurs, c'est 200 000, 300 000, ça rapporte beaucoup d'argent. Sauf que c'était Cavana qui faisait le journal avec Virginie, qui est là, c'était eux qui avaient ces idées, et Cavana, c'était 2 ou 3% qu'il avait. Et à ce moment-là, Charbéris essaie de dire à Cavana qu'il faut qu'il rembourse la somme, l'éditeur Webec, enfin, truc, et Cavana tombe de sa chaise. Il n'avait pas compris qu'il n'était plus propriétaire d'Harakiri. Et pourquoi il est devenu propriétaire? Parce que Malka, quand il va le défendre, quand l'avocat de Cavana va défendre Cavana dans le procès pour Harakiri, il va lui dire, je te fais ça gratuitement, mon vieux, et je te donne Harakiri, on s'embrasse et tout. Cavana était super ému. Et la semaine suivante, il revient, et là c'est l'avocat de Charlie Hebdo qui parle, qui lui dit, écoute, comme Charlie Hebdo t'a défendu gratuitement, signe-moi ce papier-là, tu cèdes Harakiri aux éditions Kalachnikov et on n'en parle plus, c'est ta manière de... Et Cavana va signer en se disant, bon, on est tous des copains, l'ingénuité de Cavana. Et donc, quand Charbéris se retrouve propriétaire d'un journal aux finances complètement asséchées, bah, ils veulent faire du blé avec Harakiri. Et là, Cavana dit, non mais vous foutez de moi les mecs. Et il menace de partir, de quitter le navire, de créer un autre journal et tout. Et là, ils prennent peur. Celui qui prend le plus peur, c'est Malka. Parce qu'il n'est pas très net. Si le concept de l'ordre des avocats n'était son nez là-dedans, Malka ne mérite plus d'être avocat aujourd'hui. Mais passons. Et à ce moment-là, il va y avoir une année de médiation judiciaire. Vous avez d'un côté de la table Charbéris qui disent la tête baissée, c'est notre journal Harakiri. Et puis vous avez un Cavana énervé, enfin Virginie qui était présente, je ne sais pas comment le décrire, mais qui devait être complètement atterré et qui leur dit, mais bande de petits cons, c'est quand même pas vous qui avez porté ce journal-là pendant toutes ces années, c'est pas vous qui vous êtes battus contre la censure, etc. Et les autres baissent les yeux et tout, puis il y a Malka qui essaie de faire de l'humour, mais il n'y arrive pas. Et au bout d'un an de palabres, de merde, de trucs, ils arrivent à un accord où Cavana va encore perdre, où Cavana leur dit, bon allez, prenez Charlie Hebdo, et donc il leur a cédé Charlie Hebdo. Je ne sais pas sur quelle période, sur une longue période, donc il est propriétaire à vie, mais ils doivent respecter le codicile, ce qu'ils ne font pas en ce moment, donc il y aurait possibilité avec ça demande du travail, et il récupère Harakiri. Sauf qu'il ne récupère pas grand-chose, puisqu'il va mourir peu de temps après, et que c'est peut-être un combat symbolique, etc. Et qu'à l'intérieur, Val va commencer son travail de sape dès la Grosse Bertha, environ Lefred, environ tous les gens qui lui plaisent pas, qui lui fassent un peu bon, puis après environ Camé, environ Anne Kerlock, environ Mona Chollet. Enfin, il a pu, et puis en faisant arriver des connes comme Forrest et tout ça. Et donc, voilà, et puis il en fait cette oudite propagande pro-israélien, pro-guerre, pro-Europe, etc. Et où c'est grave, c'est que quand on... C'est le problème d'une marque, c'est-à-dire qu'il crée une marque, mais quand c'est un journal, c'est beaucoup plus grave que quand c'est une Citroën Picasso ou un soutif Chantal Thomas. C'est un journal. Charlie Hebdo était un repère idéologique pour la gauche, pour les écolos, etc. Et ces salopards sont rentrés là-dedans. On en fait toute autre chose. On en fait un journal de droite et personne n'a rien vu. Et des milliers et des milliers de lecteurs, des millions de gens ont été formés, nourris. Et je pense que dans la destruction de la gauche, il y a de
ces gens-là sont responsables de ça. Et c'est pour ça que c'était très important que j'écrive Mohican, parce que ça me semble être quelque chose d'original, au-delà de l'histoire de ces hommes. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce que cette réunion aurait pu être réalisée il y a 10 ou 12 ans? Je vous dis ça parce que j'étais abonné à Charlie Hebdo, et puis mon fils, il est passé, docteur en sociologie, il me dit: tu lis un livre de droite, tu es en train de lire un journal de droite, accaparé par 5 ou 6 personnes qui se font du blé au dos de... Alors, c'est pour ça, alors, je lui ai jamais posé la question comment il a eu ces renseignements, et il m'a donné les salaires de chacun. Il m'a donné l'équivalent de 20 000, 30 000. Je dis, bon, c'est un gamin, il va pas me dire n'importe quoi. Et moi, je vais l'appeler demain, je vais acheter le bouquin, et je lui dis, voilà, j'ai assisté à une réunion dont le sujet a été abordé par toi il y a 10 ou 15 ans. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant de tout ça il y a 10 ou 15 ans? On va prendre peut-être plusieurs interventions pour... oui, madame. Oui, moi, ce qui m'interroge, c'est vous, monsieur, qui faisiez partie de Charlie Hebdo, c'est comment ça se passait dans la rédaction lorsque vous avez, une partie des journalistes se sont aperçus du détournement, j'allais dire, idéologique, avec une obsession sur l'islam. Comment ça s'est passé? On n'a pas à l'époque entendu parler de vous, on n'a pas entendu parler de vos revendications, des débats qu'il y avait. On a le sentiment qu'il y a eu une espèce de glissement comme ça, tout à fait léger, les choses se sont passées tout à fait naturellement. Or non, puisqu'on a entendu parler de licenciement, etc. Donc comment, voilà, ma question, elle est là. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de la rédaction lorsqu'il y a eu effectivement ce virage idéologique? Alors, heureusement, je dois dire, ce virage a eu lieu, heureusement pour moi, et ce virage a eu lieu après mon départ. Moi, j'ai quitté Charlie Hebdo en 2001, avant le démontage des tours jumelles et avant l'arrivée de Caroline Fourest. Et c'est vraiment, je pense que les attentats du 11 septembre et l'arrivée de Caroline Fourest sont vraiment les deux, à Charlie Hebdo, sont les deux facteurs qui ont énormément contribué à cette recomposition, cette reconfiguration idéologique. Moi, je dois dire, et c'est pas pour dire genre que le journal était super quand j'y étais, qu'il est devenu nul quand je suis parti, c'est pas ça. Mais il se trouve que voilà, il y a eu un timing. Moi, je suis parti en 2001. En fait, pour différentes raisons, mais il n'y avait pas à ce moment-là, en tout cas à mes yeux, mais bon, j'ai aussi pu évoluer depuis. Peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui, avec mon regard d'aujourd'hui, qui m'auraient fait réagir différemment à l'époque. Mais en tout cas, il n'y avait pas de problème particulier sur l'islamophobie ou quoi. Enfin, le terme nous était pas familier et c'était pas il n'y avait pas de problème particulier à ce niveau-là, me semble-t-il. Le problème, il était davantage du côté de à la fois en interne, effectivement, le pouvoir de Philippe Val, son emprise, mais tout ça ne s'est pas manifesté du jour au lendemain. Ça a été un processus graduel. On a vu de plus en plus émerger Philippe Val comme quelqu'un qui effectivement se servait de ce journal à des objectifs bien qui n'avaient rien à voir avec l'intérêt supérieur du journal, qu'il ne cessait d'invoquer, l'ISJ, l'intérêt supérieur du journal qui justifiait tout et n'importe quoi. En réalité, moi vers les dernières années, j'étais délégué du personnel, donc j'étais aussi sur le... on était encore dans les années gauche plurielle, entre guillemets, sous Jospin, etc. Il y avait eu, à partir de 97, un alignement un peu du journal sur tentative d'alignement de la part de Val et de Cabu sur le gouvernement Jospin, c'est-à-dire qu'il fallait se rapprocher du Parti Socialiste et des Verts de façon très claire. Moi, on m'avait reproché des reportages trop jugés, trop critiques
envers le gouvernement, notamment au moment du conflit, lors de certains mouvements sociaux, que ce soit les sans-papiers, le mouvement des chômeurs, etc. Et c'est venu s'ajouter à voilà, il y avait ce reformatage-là, cette reprise en main, sachant que quand même, il faut le dire aussi, on ne venait pas chercher notre enveloppe de cash tous les mois dans le bureau du patron. On était payé, certes correctement, c'est des années fastes, rétrospectivement pour moi, mais c'était un salaire, on va dire, normal. Et il se trouve qu'au début, effectivement, comme le disait Denis, il y avait eu des systèmes de primes. Vous savez que les primes, dans n'importe quelle entreprise, c'est toujours un moyen commode d'isoler les salariés, de les opposer les uns contre les autres, parce que dès l'instant où vous introduisez des modes de rémunération inégalitaires à la tête du client, et que chacun va être quand même content de recevoir ses sous, ça peut pousser les gens à ne pas dire combien ils ont touché, et puis d'abord ils sortent du burlingue tout heureux avec un grand sourire, ils se disent « Ah mais c'est génial, j'ai touché... » Là, on comptait encore en francs, j'ai touché 2000 francs, c'est super, mais tel autre avait touché 20 000 ou 30 000. Et tout d'un coup, on se disait, oh, mais pourquoi? Enfin, quel mérite, etc. Donc, c'est une tactique patronale classique de diviser pour mieux régner. Mais en dehors de ça, et il faut le dire aussi, on a eu pendant quelques années une grande liberté, une liberté que... dont on n'aurait pu rêver nulle part ailleurs dans aucun autre journal. Moi, j'ai pu personnellement, pendant plusieurs années, faire vraiment ce que je voulais, que ce soit dans le choix des sujets, dans le traitement et dans le mode d'écriture. C'était un grand luxe. Je pouvais partir à l'étranger, à l'autre bout du monde. C'était des conditions, idéales. Et ça explique aussi, bien sûr, qu'on était tenté de s'accrocher. Et puis, petit à petit, les conflits arrivent. Aucun de nous n'était spécialement intrépide, ou il y a eu des petites insoumissions. Moi, les uns et les autres, on est tous à un moment ou l'autre rentrés dans le rang, parce que c'était effectivement très très pénible d'entrer en conflit avec Valls. Donc on peut toujours, dans ces cas-là, dans le cas d'un conflit classique du travail, trouver des raisons de rentrer dans le rang et de... Voilà. C'est là où c'est intéressant quand on est dans un journal qui est plutôt du côté des grévistes que du côté des patrons. Lorsque des conflits du travail ont lieu dans votre espace, c'est de voir comment vous réagissez. Voilà, et je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points, mais d'une certaine façon, il y a eu une grande pleutrerie collective, on va dire, face aux prises de pouvoir de Philippe Valls, que ce soit sur le plan de son positionnement politique de plus en plus pro-gouvernemental, et de la conduite interne des affaires. C'était voilà, on a été lâche. Moi, à un moment donné, je n'ai plus supporté, et donc je suis parti. J'ai été licencié, mais c'était avec mon accord. Je n'en pouvais plus. Mais voilà, je voulais rajouter quelque chose. Je ne sais plus quoi, mais c'est pas grave. Enfin, grosso modo, je pense que ça répond. J'espère que ça répond à la question. Merci pour cet exposé. Alors, en fait, j'ai une remarque et un concept à vous proposer. Donc, la première remarque, vous disiez qu'actuellement, ces derniers jours, vous aviez eu au téléphone les dessinateurs de la rédaction de Charlie, et qu'ils étaient dans un climat délétère, dans un effroi, etc., etc. Et je vous trouve bien gentil envers eux, parce que, de par leur métier, ça suggère une certaine vivacité intellectuelle. Non, ça suggère, c'est la théorie. Et d'être un peu en phase avec son temps. Et je vous trouve très, très indulgent envers eux. Parce que moi, je m'explique que par des intérêts peut-être matériels, cette torpeur de la rédaction et des différents dessinateurs et acteurs de Charlie depuis toutes ces années. Donc c'était juste une petite remarque dessus. Et le concept que je voulais proposer, c'est pas dans un but prosélyte, ne vous inquiétez pas. C'est de l'utilité d'avoir un ami ou un pote, un musulman ou rome actuellement.
Parce que là, je me surprends de la surprise de certaines personnes actuellement de se dire ah ouais, c'est vrai, finalement, Forest et toutes ces cliques-là sont des imposteurs. Mais ils ne sont pas venus avant-hier, ces gens-là. Et en tant que musulmans, on n'est pas plus intelligent que les autres. Donc c'est pour ça que je disais que ça n'a pas des vues prosélytes ce que je dis. Mais je ne me suis jamais expliqué cette espèce de, comment dirais-je, frilosité à critiquer ces gens depuis des années, parce qu'ils n'en sont pas à leur premier galop d'essai. Et ce qui me marque malheureusement, et je veux m'arrêter tout de suite, c'est qu'il y a une telle frilosité que pour un musulman, prendre la parole pour rentrer dans une critique simplement, qui est normalement un fondement de notre culture en France, que ce soit en cercle privé ou public, on a vu avec Tariq Ramadan entre autres, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. On est taxé de revendicateurs, de ce genre de choses. Après, je vais oublier monsieur, je vais commencer tout simplement par une remarque sur l'histoire des 10 années. En tout cas, ce qui, moi, m'a permis d'écrire ce livre, c'est que je suis complètement extérieur à Charlie Hebdo. Et que c'est pour ça, d'ailleurs, que c'était beaucoup plus difficile pour Olivier ou pour d'autres qui ont essayé. Et j'avais vraiment un regard... ma motivation était ce lien que j'avais avec Cavana, mais c'est mon extériorité qui a permis ça, quoi. Et 10 ans plus tôt, c'est vrai qu'il était au firmament de sa gloire. Enfin, il l'est toujours. D'ailleurs, il y avait l'histoire des caricatures où le journal était quasi inattaquable, quoi. C'était dès qu'on disait un mot, c'était donc. Votre fils a vu les choses assez vite, mais les gens qui le lisaient savaient très bien que le journal avait viré, quoi. Il y avait des éditos qui sont incroyables, où on a l'impression que Netanyahou était prix Nobel de la paix, et que Georges Bush-père était un ange. Enfin, il a fait des éditos quand même qui étaient... Mais moi, je ne les lisais plus, mais quand je les ai relus pour le livre, je suis séché par ça, quoi. Mais bon, ça passe, ça fait partie de l'ère du temps, et d'une espèce de servilité ambiante... qui moi me désespère, mais j'ai moi-même été victime de ça dans ma vie stream et tout ça. Donc, mais sinon, qu'est-ce que je peux par rapport à ce que vous dites, moi je l'ai compris assez vite, ça. Enfin, donc j'étais pas lecteur et donc voilà. Et pour votre premier propos, j'ai compris assez vite à quel point ces gens-là étaient faibles intellectuellement et étaient malsains, malveillants. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais bon, après, je fais vraiment pas une fixation sur eux. C'est quand j'ai découvert des éditos sur moi, des énormités dans ce journal, alors que je les connaissais pas, que j'ai... Mais aujourd'hui, si vous voulez... Est-ce que c'est le vernis de la liberté d'expression et de la laïcité qui aveugle beaucoup d'entre nous, ou qu'est-ce que c'est ? Non, je vais simplement... Je termine, parce que après je vais perdre le fil de mon idée. C'est sur l'équipe, vous les accablez un peu. Mais j'ai aujourd'hui Zineb et Laurent Léger. Mais Laurent est en congé maladie depuis 3 mois, et Zineb, ils veulent absolument la virer. C'est la seule qui a une voix un petit peu dissonante, mais Pelou est quasi parti. Ils se bagarrent en interne, mais ils ne peuvent plus rien faire. Les statuts de la société ont été créés. Ils sont complètement niqués. C'est-à-dire que le journal